Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle partie entre Karpov qui a les blancs et Gatakamsky qui a les noirs. Deux joueurs très forts, 2735 pour Gatakamsky, 2770 pour Anatoly Karpov. C'est parti, D4 qui est joué par Karpov, cavalier F6, la réponse on va dire classique au niveau grand maître C4 et C5 tout de suite Kamsky qui est réputé pour ses ouvertures étranges on va dire entre guillemets sous-représentées. Ici C5 ça retranspose dans une Benoni, vous allez le voir. Alors ici on peut prendre en C5 mais après E6 on va juste récupérer, les noirs vont pouvoir récupérer le pion C5 et avec une bonne position, avec un centre de pion fort, ils vont pouvoir jouer D5 rapidement. Bref, aucun souci pour les noirs. Ici du coup le coup le plus ambitieux c'est D5, c'est celui qui est joué par Karpov. Et ici du coup le coup, alors il y a deux coups, un coup de plus en plus joué c'est B5, le Gambit Benko. Je crois que B5, après B5, les blancs doivent prendre en B5 parce que sinon les noirs peuvent prendre en C4. A6, on vient gambiter à notre pion. Et ici, il y a plein de continuations théoriques. On peut accepter le gambit. On peut jouer E3. On peut jouer cavalier C3. Il y a énormément de variantes. On peut laisser le pion B5 en prise. Il y a énormément de variantes. Un gambit redoutable au niveau grand maître. Ici, il décide plutôt pour l'option un peu plus solide, mais qui mène quand même à des positions assez sharp, donc assez tranchantes. E6 vient attaquer ici. Cavalier C3 vient renforcer le pion D5. Échange des pions E contre D. Et donc globalement, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu une modification de la structure de pion. C'est-à-dire qu'au niveau du centre, vous voyez, contre que la colonne D et la colonne E, on a deux pions au centre contre un seul pion pour les noirs. Donc globalement, on va essayer de rouler dessus avec les blancs, avec E4 ou 5. Si on arrive à mettre nos deux pions comme ça, ils vont contrôler énormément de cases, toutes ces cases-là sur la sixième, sur la sixième rangée. Et donc, ça va être un massacre au niveau de l'espace pour les noirs au niveau du centre. Et globalement, par contre, en compensation, les noirs, ils ont une majorité de 3 contre 2 ici, donc ils vont essayer de nous prendre énormément d'espace au niveau de l'aile dame et donc nous étouffer à l'aile dame pendant que nous, on va essayer de les étouffer au centre. Donc, coup immédiatement joué par Gatakamsky, D6 justement empêche les idées de E5. Ici, E4 qui est joué justement par Anatoly Karpov. Oui, Karpov, Anatoly, pardon, je croyais que j'avais dit Kasparov. Ici, il joue plutôt G6. Il vient développer son fou ici, vu que vous voyez ici, sur la structure de pion, le fou ne peut pas sortir si son recette il est moche, il sert à rien. Donc on fait G6, on va le sortir ici, et il est magnifique, il va avoir une action sur l'aile dame, et en même temps sur le centre qui va contrôler encore plus la position de 5, et il va soutenir l'avancée des pions à l'aile dame. Cavalier F3, le cavalier qui se développe. Alors la variante la plus ambitieuse, c'est avec F4, pour justement jouer cavalier F3 ensuite et essayer de pousser le 5 très rapidement. Mais Karpov qui décide de jouer cavalier F3, fou G7, continuation classique H3. Ici, il faut comprendre, alors c'est pas le coup le plus ambitieux, mais ici, il faut comprendre que celle-là, comparé à ce qu'on pourrait voir, en fait, le fou ici, il est magnifique. Et du coup, ici, on pourrait se dire c'est le bon fou, parce que vous voyez, on a la structure sur le pion sur case blanche, sur case noire, pardon, et on a le fou de case blanche, justement. Donc, on pourrait se dire ce fou, c'est le bon fou. Et en fait, c'est un peu contre-intuitif, mais dans la Benoni, c'est l'ouverture qu'ils sont en train de jouer dans cette partie. En fait, ce bon fou, entre guillemets, ben, il n'a pas de bonne case. Parce que le plan, c'est jamais trop F5 pour essayer de le libérer. En D7, il sert à rien. En E6, il peut pas. En F5, il peut pas. Et du coup, la seule case, c'est G4. Donc, vous comprenez maintenant le coup de Karpov, H3, pour venir empêcher la case G4. Et en fait, du coup, on empêche toute la sortie du fou. Et donc, on lui laisse avec ce fou qui, en apparence, est bon. Mais en fait, il fait pas grand-chose. Il n'y a pas trop d'activité, hein, contrairement à ce fou qui est ouvert. Ici, il joue petit roc, fou D3. On vient tranquillement consolider le pion 4 parce que souvent, les noirs vont jouer tour E8 ici pour venir mettre de la pression. Ici, un coup à la Gatakamsky, c'est-à-dire un coup un peu d'habitude, on aurait pu censé jouer cavalier A6, cavalier C7, B5, ou par exemple A6 pour jouer B5 très rapidement, ou un autre coup fou D7, cavalier A6, cavalier C7. Globalement, c'est plan en fait. On place le cavalier en C7 pour contrôler la case B5, le fou pour contrôler la case B5, et on envoie B5. S'il faut, il y a un tour baby qui peut arriver un peu plus tard. Et ici, à la Gatakamsky, il joue très très rapidement B5. Et en fait, du coup, bon, bah, il prend de l'espace, il va menacer des B4, avoir de la pression ici, il va menacer des C4 aussi, et B4 pour essayer de nous rouler dessus. Du coup, ici, il prend en B5. Karpov, parce que c'est un pion gratuit. Alors ici, du coup, tour E8, tout de suite, on vient mettre de la pression ici en E4. Et en fait, ici, si on revient avec le cavalier en C3, il y a cavalier prend E4 quand même. Par exemple, bon, sur fou prend E4, c'est perdre d'une pièce à cause de fou prend C3 échec. Pion prend et tour prend, enfin, pas perdre d'une pièce, mais globalement, on a activé globalement les pièces noires sur la colonne. Par exemple, fou E3. Et globalement, on a une tour très active au centre et un fou qui est cloué, le roi pour l'instant qui n'est pas en sûreté.
Mais globalement, c'est une position qui va encore bien. Alors, fou prend C3, je suis pas sûr que ce soit le meilleur coup. Mais globalement, on peut jouer F5 ici, sinon, et regagner le pion avec une bonne position, un pion D5 un peu faible, la colonne B ouverte pour taper, le fou qui est complètement ouvert, bref, une très bonne position pour les noirs ici dans cette position. Du coup, cavalier C3 n'est pas vraiment possible. Si on joue un coup comme par exemple Dame C2, il y a quand même cavalier Pro 4 avec les idées de F5 derrière. Bref, on peut pas vraiment défendre le pion E, du coup il décide de jouer petit roc. Et là maintenant, du coup, il menace taureau 1, pardon, parce que du coup maintenant, il n'y a plus le roi derrière, donc il n'y aura plus les histoires de F5 avec le clouage. Du coup, il prend E4, il fait Dame B3, il déplace sa dame pour défendre le pion B2 et pouvoir libérer son fou. Ensuite, il va pouvoir venir taper la faiblesse. Il joue A6. Du coup, justement, pour éviter qu'il y ait un fou F4 et qu'on vise la case D6, il joue cavalier A3, cavalier D7, il se développe. Karpov qui joue cavalier C4, il vient mettre de la pression sur le pion D6, il menace fou prend E4, tour prend et cavalier prend D6, fourchette et en plus il gagne une pièce. Tour B8, contre-attaque sur la dame défendue par le cavalier en D7, dame C2, F5, le cavalier qui vient être solidifié. Ici, si on prend, le pion reprend, le cavalier bouge. Alors attendez, je suis en train de me poser la question, parce que sur tour prend, il y a peut-être ça comme histoire. Mais par exemple, sur pion prend, si on joue par exemple, je sais pas, mon cavalier G5, ou cavalier 2, cavalier G5, je sais pas trop. Cavalier G5 par exemple. Là, j'ai l'idée de cavalier G5, parce que sinon, globalement, il y a pion D6 quand même en prise, ici. Et ici, si par exemple on prend en D6, là, il y a pion prend F3. Certes, on sacrifie la qualité, mais compte 2 pièces. Alors attendez, ça. Dame prend 8 et on a une bonne position. Donc ici, il joue fou F4, il vient presser le pion D6, cavalier B6 vient échanger les cavaliers, défendu pour l'instant par le cavalier en E4, cavalier prend B6, dame prend B6, il vient mettre de la pression ici sur justement le pion B2 qui ne peut pas vraiment être défendu, du coup il joue tour B1 en se disant s'il prend, il y a par exemple un coup comme fou C1 et il y a un coup à J6, c'est désagréable et il va perdre une pièce. Fou D7, du coup il se développe tranquillement. Cavalier D2, il vient échanger ce fort cavalier qui est échangé euh, par Gatakamski. Fou D4, le fou qui est extrêmement bien placé. Du coup tour 1, ici il vient échanger une paire de tours et globalement on voit, enfin moi perso je préfère jouer ça avec les noirs. Parce que vous voyez, on a de la pression ici, nos pièces sont bien placées, alors il manque encore ce fou, qu'on pourrait jouer par exemple fou B5 pour le libérer. Mais après, certes, on a la colonne avec les blancs et on a aussi de la pression sur les 6, mais je me dis que je préfère ça jouer ça avec les noirs personnellement. Après, c'est égal, hein. Tour 8, prend la colonne, dame D2, A5, vient prendre un peu d'espace au niveau de l'aile dame. Il va jouer A4 potentiellement pour essayer de fixer la faiblesse en B2. B3, du coup, justement joué, on enlève toute cette pression ici sur le pion B2. Fou E5, le fou qui se replace. A3, il veut préparer une poussée B4 pour essayer de percer. Fou B5, donc échange des fous justement maintenant. Fou prend E5, tour prend 5, une liquidation complète. Mais on a quand même Enfin, moi, je préfère jouer ça avec les noirs. Parce que vous voyez, on a des menaces par exemple de tour 2 pour s'activer. Le pion B3 est un peu faible. Poussée B4, c'est un petit peu difficile. Pion D5 est faible aussi. J'ai un peu de pression pour les noirs, je trouve. Et puis si le pion D5 tombe, vous voyez, il y a quand même un pion pas assez protégé qui va aller à dame. Il joue tour 1. Et ici, la première erreur de la partie de Gatakamski qui joue roi F7, une erreur. Pourquoi en fait, s'il fallait juste faire tour prend E1, dame prend E1, dame prend B3. Voilà, il y a dame E6 et il y a un minima l'échec perpétuel. On va pouvoir peut-être manger le pion D6, mais vu que le roi est un petit peu affaibli à cause de la poussée H3, il y aura assez de niveau de perpétuel au niveau du roi. Par exemple, je vous montre la ligne de l'ordinateur. Roi G6, dame prend, échec, roi H2, dame D4, roi G3, C4 et les pions passés qui vont tous les deux aller à dame. Donc là c'est une course au pion et le pion va aussi aller à dame. Très compliqué comme position. Faut voir juste si les deux rois ne seront pas matés, mais pour l'instant ça va. Le roi, vous voyez qu'il se balade tranquillement au centre avec roi G3. Mais du coup ici il joue roi F7 et le souci en fait c'est que ça laisse tour prend F5 pion prend et il y a un fort pion passé D. Donc en fait ce que vous pouvez retenir c'est que les finales de dame, il y a deux choses ultra importantes. La sécurité des rois, donc vous voyez ce roi est un petit peu en sueur, même si pour l'instant avec une dame on peut pas trop l'attaquer. Donc s'il y avait une autre pièce ce serait plus compliqué, mais ici avec une dame seule on peut pas attaquer. Et donc le roi blanc qui est plutôt safe, le roi noir qui est un peu moins safe, donc avantage blanc. Et en plus on a un pion passé qui est le deuxième critère en finale de dame le plus important, parce que les pions passés ne peuvent pas être arrêtés par la dame. Par exemple si je vous montre un exemple, imaginons que le roi n'intervienne pas, D6, on vient jouer dame D7 par exemple, pour essayer de bloquer le pion. Mais par exemple, dame D7, dame D5 échec, roi G7. Bon là il y a le pion en prise. Admettons il fait des coups inutiles. Dame C7. Et là on vient de débloquer le bloqueur. Par exemple si la dame bouge, D7. Et vous voyez, en gros le pion, vous voyez très très rapidement, toutes les cases sont contrôlées. Il peut pas se faire arrêter par une dame seule. Du coup, dans ce genre de situation,
par exemple sur du coup D6. Hop là. Ici, justement sur une avancée progressive de la dame qui va accompagner son pion, on peut pas l'arrêter. Du coup, dans ce genre de position, quand il y a un pion passé, normalement, il faut essayer de venir faire des échecs sur le roi blanc, essayer de trouver une perpétuelle grâce à un roi explosé. Sauf qu'ici, bah, le roi est beaucoup plus safe que le roi noir. Donc, deux critères, le roi est plus safe et on a un pion passé. Donc, très bonne position pour les blancs. Ici, je joue dame H6, c'est un filtre, et je joue roi G8. Ici, il fallait plutôt jouer juste dame prend B3 et ne pas avoir peur de dame prend H7, puisque le roi on s'en fiche au final du pion. Enfin, on monte le roi en F6. Il n'y a pas de souci particulier pour les noirs. Il joue roi G8 du coup en mode passif. Et il joue dame D2. Une erreur. Première erreur de Anatoly Karpov. Ici, il fallait jouer dame E3 parce qu'en fait, la dame est mieux placée ici. Pourquoi? Alors, déjà, elle couvre un peu la première rangée, mais en D2, vous allez me dire, elle couvre aussi ici. La dame E3, en fait, elle met de la pression ici. Elle défend ici et elle attaque ici. Donc, en fait, c'est globalement beaucoup mieux. Par exemple, après le coup de l'ordi E4, vous voyez, on a tout de suite une diagonale qui s'ouvre, le pion passé qui va être soutenu, mais on a l'impression que le coup est meilleur en fait d'Anatoly Karpov parce que en fait ici ça vient avancer le pion, mais le souci c'est que les noirs vont trouver assez de contre-jeu pour annuler cette partie. Du coup ici dame 3 était meilleur. Il y a de la pression ici, il y a de la pression ici, ça défend. En fait ça attaque et ça défend en même temps. Et le pion D pour l'instant il peut essayer peut-être de partir tout seul. Par exemple après la vente E4, D6, roi F7, dame H6, la dame qui se infiltre, roi G8, dame G5, la dame qui veut venir en E7 pour activer pour s'activer. Si dame 8 donc empêche dame 7 parce que là le pion serait condamné. Et là c'est carrément les blancs qui pressaient depuis tout à l'heure qui perdent. Du coup je vous montre la variante de l'ordi, dame D2. Vous voyez la dame qui est vachement active, qui soutient son pion. Dame D7, dame D5 échec, roi G7, dame prend, on perd un pion. Roi F6, et là globalement il va peut-être y avoir du dame C7. Ici c'est assez compliqué à jouer pour les noirs. Mais du coup il joue dame D2. Et du coup, il fait roi F7 plus 1, mais il rebaisse l'avantage avec dame C3. Il pouvait revenir avec les mêmes variantes avec dame H6. Le roi revenait sur en G8 et dame E3, mais il n'a pas trouvé Karpov et il a décidé de jouer dame C3. Mais c'est vrai que la dame est quand même bien placée ici. Elle défend ici, elle met de la pression ici, elle met de la pression ici, elle met de la pression ici. Difficile à comprendre alors ici pourquoi la dame est mieux en E3, à mon avis, parce qu'elle a aussi ici en fait, je pense que, ok, certes, il presse des faiblesses, mais je me dis que ces faiblesses pour l'instant, les deux sont tenues par la dame. Le pion E5 qui peut être tenu par le roi justement. Et en fait, je pense que la dame en E3, elle fait toutes ses actions. Le pion A5, il n'y a pas besoin d'être trop pressé. Je pense que la dame, en fait, elle est très active, elle défend, et en même temps, elle attaque les faiblesses, et en même temps, il y a une action d'invasion constante à l'aile roi qu'il va falloir gérer avec les noirs. Il joue roi F6, du coup, F4, profite de l'alignement, mais dame E2, dame prend C5, E prend F4, et là, il y a en fait assez de jeu pour annuler avec une perpétuelle dame E1, dame G3. Il joue encore dame C3, dame E5, proposition d'échanger dame déclinée, parce qu'on a un pion qui peut potentiellement à la dame, mais après dame C5, il commence à pousser le pion, échec, roi G2, et ici une perpétuelle ici qui va être jouée par Gata Kamsky qui voit que il n'y a pas trop de choix. Le pion peut pas aller jusqu'à dame, enfin on peut pas laisser on peut pas éviter le perpétuel à la noire parce que sinon le pion va aller à dame et là on va se retrouver avec une dame au moins, ça risque d'être compliqué. Donc globalement, qu'est-ce que vous pouvez retenir de cette finale? Alors, dame D2, alors bon, comprendre comment placer sa dame, vous voyez, à une seule case près, vous voyez, on passe de plus 1-2 à égalité, donc très compliqué même à niveau, vous voyez, 2770, 2735, comprendre que la dame elle est mieux passée en E3 qu'en D2, c'est compliqué, mais je comprends le choix rationnel de Karpov, il veut pousser son pion et que la dame le soutienne. Il fallait le comprendre, c'est pas facile du tout. Mais ici, il faut voir aussi qu'il y a dame prend B3 qui peut être gênant un petit peu pour les blancs. Mais sinon, globalement, ça va. La position blanche est normalement sans risque avec ce pion qui est aussi fort. S'il arrive en D6, c'est un pion très très fort. Donc, que retenir de cette partie? En finale de dame, la sécurité du roi, c'est le critère le plus important. Et même dans toutes les positions d'échec, c'est vraiment le critère numéro 1. Si le roi se fait mater, c'est la fin de la partie. Donc, en finale de dame, très particulièrement, en finale de tour, c'est une autre histoire, par exemple. Mais en finale de dame, c'est un critère très important. Les pions passés, qui peuvent pas être bloqués par la dame, je vous ai montré l'illustration tout à l'heure. C'est très important. Donc, la sécurité des rois, le pion passé, et aussi transposer, calculer toujours les transpositions, vous voyez. Comme je vous ai dit, si vous comprenez que la finale de dame, avec un roi un peu faible au niveau du centre, et un pion passé pour les blancs, elle est avantage pour les blancs, même si on a l'impression que le pion D5 est un peu faible, pour l'instant il est soutenu par la dame. Il ne faut pas jouer justement roi F7 et laisser du coup un roi faible et un pion qui peut potentiellement avancer.
Donc c'est ce que vous pouvez retenir de cette partie. Bon, globalement, 93% de précision de Lichess, très bonne partie des deux joueurs. Et c'est rare, pour une fois, c'est rare que ça se finisse sur une draw. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée. Salut à tous. Ciao, ciao.